Bonsoir. Bonne nouvelle pour les producteurs de cacao. À l'ouverture de la campagne 2020-2021, le chef de l'État a annoncé que le prix du Bourg-Champ du kilogramme de cacao passait de 825 francs à 1000 francs CFA, connaissant ainsi une hausse de 21% à quelques semaines de la présidentielle. Quelle lecture peut-on faire de cette hausse de prix de notre principale matière première? Notre analyse tout à l'heure dans le Live Actu. Vous aurez également droit à votre session de décryptage avec nos spécialistes maison et nos consultants du jour. André Bois, rédacteur en chef du JT, sera aux côtés d'Alain Toussaint, consultant en communication politique et publique. L'absence de l'opposition dans les CEI, le pouvoir et l'opposition qui s'affrontent par médias interposés, la récente sortie de Simone Gbagbo, tous ces sujets seront entre autres passés à l'épreuve de leurs analyses. Et comme tous les jeudis, celui que vous attendez tous, le porte-parole du ministre des Affaires ministérielles, Mike Danon, sera là en toute fin d'émission pour son point de stress hebdomadaire. Débat, analyse, décryptage. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, bonsoir. Oyez Mimo. Voilà. Oyez Mimo. Voilà. Ah oui, vous avez prévu ça. Ah non, vous m'avez rien dit en plus. Oyez Mimo. Bien. Il aurait fallu lui. Alors, autour de cette table. Alors, donc il y a Oyez. Moi, j'aurais plutôt Mimo. Mimo. Non. Stade d'Abidjan. C'était la club. C'est plutôt moi, c'était là. C'était là. D'accord. En plus, la couleur. Ouais, c'est ça, une équipe en voie de disparition. Tu présentes l'espèce. C'est ça, là. Vu que vous avez la parole, bonsoir. Alain Toussaint qui nous rejoint, qui rejoint l'équipe de Live TV, qui sera à vos côtés. Tous les deux, messieurs, c'est cela? Oui. D'accord. On en reparlera. En tout cas, on en reparlera. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Ça nous fait plaisir. Vous avez des petites vacances. Hein, vous êtes revenus. On est content de vous retrouver autour de cette table pour le décryptage. Edith Broubleu, bonsoir. Bonsoir. En bleu Pur. Oh, j'aime comment c'est rentré. En bleu pur. Ça fait plaisir. Oui. Israël Guébo, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir tout le monde. Les lunettes sont là. Quelqu'un m'a dit, Israël sans les lunettes, qu'est-ce que ça donne? Je dis non, c'est Maître Oui, mais Gims. il faudrait que tu les enlèves. Non, il faut en off. Oui. Ouais. C'est le Maître Gims des journalistes. C'est sorti comme ça. Ouais. Ça va rester dans les annales. Tu chantes bien, mais est-ce qu'il chante fort? Aujourd'hui, il y a des paroles de chansons sur ce plateau. André Bois, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir les amis. Bon, enfin, nous, on est toujours là. Hein. Oui, bien sûr. On garde la maison. Bien sûr. Et ça se passe bien. Très bien, et ça nous fait énormément plaisir. Bon, on regarde un peu ce qui fait l'essentiel de l'actualité. On en parle tout de suite, c'est dans le live. Bon, on s'intéresse à l'économie avec cette bonne nouvelle là, concernant la campagne 2020-2021. Le prix du Bourg-Champ est à 1000 francs CFA. Oui, Brice, c'est le président de la République qui l'a annoncé à l'ouverture de la campagne 2020-2021. Il faut rappeler que c'était couplé avec une cérémonie qui a eu lieu hier, ce matin à Yamoussoukro, à cette édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Alors donc, cette 1000 francs, c'est le prix donc Bourg-Champ. Il faut reconnaître que ça fait 21% en hausse par rapport à 2019, où le prix des kilogrammes était à 825 francs. Ce qui est important de rappeler, et qu'on le sait tous, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao dans le monde. L'année dernière, sur la campagne 2018-2019, le pays a récolté 2,2 millions de tonnes de fèves de cacao. Pour 2020-2021, selon les projections, on devrait être à 2,1 millions de tonnes. Ce qui est assez frappant, c'est que cette annonce de prix intervient pile poil à un mois des élections. C'est ce qui s'appelle un hasard de calendrier, oui, monsieur Israël Guébo. Un hasard de calendrier, sauf que si on regarde un peu derrière, dans le calendrier un peu en arrière, en 2010-2011, on était à la même période à 1100 francs. En 2015-2016, élection présidentielle, on était à 1000 francs. Et en 2016-2017, à l'occasion, enfin, un peu avant le référendum, on était à 1100 francs. Donc, peut-être un peu un hasard, mais en tout cas, chaque fois qu'on approche des élections, à cette période-là, on franchit la barre de 1000 francs ou on reste à 1000 francs. Est-ce que ce n'est pas cette période-là que les estimations, que les tractations se font? Est-ce que ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas un hasard de calendrier? En tout cas,
Le constat, c'est qu'à cette période-là, le prix de cacao est autour de 1 000 francs ou 1 100 francs. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Pour les Oui, producteurs. c'est une bonne nouvelle a priori. Parce qu'on sait très bien sur le terrain que les agriculteurs ont parfois des difficultés avec ceux qui viennent acheter. Mais en tout cas, de façon générale, c'est une bonne nouvelle pour eux. Non, la nouvelle est d'autant plus bonne qu'il faut savoir que traditionnellement, c'est la période de rentrée des classes. Donc à ce moment-là, on attend que on doit vendre sa récolte pour pouvoir donc envoyer de l'argent aux enfants qui sont déjà en ville, des choses comme ça. Donc économiquement, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, après, il y a un lien politique qu'il ne faut pas écarter. Je pense que les politiques ont compris ça et utilisent chaque fois, donc de tous les régimes qu'on a pu observer, ils utilisent chaque fois ce moment-là pour envoyer un message au monde agricole. Donc bon, voilà, c'est de bonne guerre. Je pense qu'à ce moment, il faut faire de la politique et c'est aussi ça. C'est comme augmenter le prix du pain. Donc voilà. Tout à fait. C'est pas une bonne idée pendant la période électorale. Mais voilà, ça, par contre, c'est ça. pas une bonne idée. Je voulais indiquer que cette annonce s'inscrit quand même dans le cadre d'un ensemble de mesures. En avril dernier, le gouvernement avait, avec la pandémie du Covid, annoncé un soutien de 300 milliards de francs CFA au monde agricole, dont 250 aux producteurs d'anacarde, de café, de cacao, de coton, et 50 milliards destinés à ceux qui sont dans le secteur du vivrier des produits maraîchers. Donc c'est dans une dynamique déjà qui a été engagée par le gouvernement. Et par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne dispose pas de statistiques précises concernant le vote des agriculteurs. Donc on ne peut pas forcément dire que ce soit une mesure électoraliste, d'autant qu'on ne dispose pas de chiffres disant par exemple que tel agriculteur voterait RHDP ou FPI ou PDCI, etc. En revanche, ce que je peux soulever ici, c'est qu'en France, par exemple, durant la période électorale, le salon de l'agriculture est toujours très couru par les candidats. Entre février et mars, quand se tient le salon, la plupart des candidats à l'élection présidentielle vont sur place, ils passent une journée ou deux, c'était le cas de l'ancien président Chirac, pour draguer cet électorat très important en France. Donc, parce que là-bas, on dispose de statistiques assez précises pour savoir, par exemple, que les agriculteurs ont un penchant pour le Front National et ensuite pour la droite, puis certains pour la gauche. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faudrait qu'on ait ces statistiques pour savoir exactement de quel côté penche le vote des agriculteurs. Nous, on n'a pas de statistiques, mais certainement qu'au niveau du gouvernement, ils ont certainement ces statistiques détaillées, en tout cas sur la répartition au niveau des agriculteurs en Côte d'Ivoire. En tout cas, il faut se réjouir de cette nouvelle. Ça tombe à point nommé, en tout cas surtout pour les agriculteurs. Tu avais dit tout à l'heure, on est en pleine rentrée scolaire, il faut pouvoir amener les enfants à l'école. Et il faut savoir que les agriculteurs, chaque agriculteur a une famille à nourrir de façon directe, mais aussi la grande famille indirectement également dans les villages. Ils ont toute une communauté qui compte sur eux, forcément, donc ça a un impact et ça a un Et ce sont des millions de personnes, en fait, qui sont exactement, et je pense que ce prix Borchamp qui a été fixé également va certainement aussi avoir un impact au niveau du Ghana, puisque le Ghana et la Côte d'Ivoire récemment se sont entendus pour pouvoir fixer ensemble les prix. Donc c'est une bonne nouvelle également pour la sous-région ouest-africaine et pour ces deux leaders en termes d'exportation de cacao dans le monde. En tout cas, André disait qu'il aimait bien cette période-là parce que ça donnait lieu à des jolis... C'est le moment de demander aussi. Voilà. Donc de toute façon, si un jour ils disent que les journalistes, c'est la période... C'est le moment de Peu importe demander. qui les journalistes vont voter, mais maintenant qu'on leur fait des faveurs, c'est tout jamais. Alors, on va aborder à présent la question de ce conseil de discipline là, dans le domaine politique du PDCEDA. C'est le candidat indépendant Kakabé qui a été convoqué. Oui, convoqué, permettez-moi l'expression, l'enfant terrible du PDCI, qui, cette fois-ci, bien sûr, s'est présenté en candidat indépendant et qui a été finalement retenu par le Conseil, dont la candidature a été retenue par le Conseil constitutionnel et qui est convoqué par son parti. Le Conseil de discipline du PDCI a annoncé la convocation donc, de l'ex-député Bertin Kouadio Konan dit Kakabé, candidat indépendant à la présidentielle du 31 octobre, pour, disent-ils, insoumission aux décisions du parti et indiscipline notoire. Kakabé avait à se présenter aujourd'hui, ce jeudi 1er octobre 2020, à l'audience du Conseil de discipline qui a été saisi par le secrétaire exécutif pour, disent-ils encore, répondre des faits et incriminations mises à sa charge et constitutifs d'une atteinte
à l'unité du parti et à ses intérêts et insoumission aux décisions du parti et surtout encore indiscipline notoire. Le mot revient encore plus. C'est un, permettez-moi l'expression, peut-être rebelle du parti. Et sur sa page Facebook, Kouadio Konan-Bertin a annoncé avoir répondu à cette convocation qui lui a été adressée. Malheureusement, aucune information n'a filtré de ces échanges au niveau du parti. Et cette convocation intervient à 3 jours de son investiture, donc l'investiture de Kakabe, le dimanche 4 octobre 2020 en tant que candidat à la présidentielle. Je ne sais pas s'il y a, on parle encore de hasard de calendrier, mais je ne sais pas si à la Réal, on peut nous envoyer l'image d'illustration quand même. J'ai l'impression qu'il répondait à ça pour faire, ouais, allez-y, convoquez-moi, mais bon, il en sourit quand même. Voilà. Je suis allé, je suis tranquille. Je suis tranquille. Bon, Merci. Mais Kakabe, enfin, il se démarque de plus en plus et il affirme cette posture où il est vraiment à l'écart de l'opposition. Ce matin, cet après-midi, dans une interview chez nos confrères de Jeune Afrique, il disait « Je n'agis jamais sous la dictée de quelqu'un d'autre. On n'obtient rien de moi par la force. » Donc c'est un signal qu'il envoie à nos amis de l'opposition pour leur dire si vous voulez quelque chose de moi... Draguez-moi. Oui, à la limite, dialoguons, mais ne me convoquez pas. Allez, tout ça. Alors moi, je trouve l'attitude de Kakabe quand même ambiguë, parce qu'en politique, il faut de la clarté. Et je voudrais ici appeler des contemporains, notamment M. Bitogo, qui disait quand on n'est pas dans l'équipe, il faut céder le tabouret. Le tabouret, le fameux tabouret. Je pense qu'on ne peut pas s'autoproclamer candidat indépendant et en même temps continuer à demeurer membre des instances du PDCI alors qu'on est en compétition contre son candidat. Là aussi, il faut de la clarté, à la fois pour soi-même et pour l'opinion qui a besoin de savoir. Je vais juste terminer. Il y a aussi un autre qui disait, paix à son âme, Bala Keïta, un pied dedans, c'est un pied dehors. Moi, je pense que le courage eût été pour Kakabe de dire qu'il reste fidèle, par exemple, aux idéaux de Houphouët-Boigny, mais qu'en revanche, il quittait le PDCI. Ce qui aurait le chic, en tout cas, d'apporter de la clarté. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est indépendant, dire qu'on tient à l'œuvre de Houphouët-Boigny, considérer Bédié comme son père. C'est un discours paternaliste d'ailleurs que moi, personnellement, je n'aime pas en politique. Il n'y a ni fils ni père, on est des acteurs politiques, point barre. Et donc, lui, il devrait se déterminer. Parce que le PDCI a, semble-t-il, désigné un candidat qui s'appelle Henri Konan Bédié, et je ne vois pas pourquoi M. Kakabe, tout en se proclamant de ce parti-là, continuerait d'affronter le candidat du PDCI en tant que candidat indépendant. Donc il y a quand même un souci. Non, mais moi, on a 1 minute pour un petit tour de table. Pour un petit tour, ouais, moi, on va aussi ramener la balle dans le camp du PDCI, parce que je pense que quand un militant se comporte comme ça, c'est à eux. On peut l'exclure? Voilà, c'est à eux aussi de prendre les mesures. Mais en plus, sans doute que la réunion de ce jour avait pour objet de l'exclure officiellement. Mais en plus, lui, je dis que moi, lui demander de se retirer, lui, n'a pas intérêt. Lui, ce qu'il souhaite, enfin, je pense, il a une trajectoire. Je ne lui demande pas de se retirer. Je lui dis simplement d'annoncer qu'il ne fait plus partie du PDCI, dès lors qu'il n'est pas dans une convergence de choix, d'idées avec le parti dont il a fait. Moi, je pense qu'il pourrait le faire. Enfin, effectivement, il pourrait le faire, mais lui demander, je pense que si ce n'est pas une stratégie qui participe à lui donner plus de voix, il préfère s'appuyer justement sur les militants du PDCI qui, eux, pourraient ne pas être d'accord avec la ligne de Bédié. Donc je pense que lui demander ça, bon, enfin, stratégiquement, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Non, mais ce serait peut-être l'occasion pour lui de savoir ce qu'il pèse, en disant je suis indépendant, j'aime Houphouët, je suis fidèle à ses idées, à sa philosophie. J'aime mes amis du PDCI, mais j'ai décidé d'emprunter un chemin qui est personnel. Oui, mais s'il n'est pas très sûr de son poids personnel, mieux vaut s'appuyer encore si ça fait politique. Mais j'estime qu'en Côte d'Ivoire, c'est souvent l'erreur qu'on fait. Quand on voit la duplication des partis politiques, on n'est plus dans un parti politique, on prend le logo, on va en créer un. Ouais. On a vu cela avec Leader, avec l'UDPCI, avec plusieurs partis. Et je pense que quelque part, cela déshonore un peu l'engagement en politique. Non, il faut assumer et s'assumer. Un peu dur, parce que moi, je pense qu'en France, on a un précédent en 1995. Balladur se présente. Oui, mais Balladur n'a pas pris le logo du RPR pour la question du logo, je ne sais pas sur la question du logo que je vais réagir. On est d'accord. Mais que des hommes politiques veuillent à un certain moment, bien qu'étant dans un parti, dans un même courant de pensée, veuillent eux-mêmes aller directement demander le suffrage du peuple, je ne pense pas que ce soit une particularité ivoirienne. C'est des ambitions. Non, je parle de la duplication qui est une particularité ivoirienne. Non, ça on est d'accord là-dessus. On a même deux clubs de foot qui s'appellent Africa. Ça, on est d'accord là-dessus. Ils en ont profité pour en placer une. Bon, en fait, on pourrait juste résumer, je suis votre fils, je ne suis pas d'accord forcément avec papa, je quitte la maison, mais je reste quand même votre fils, de la famille.
Sujet de décryptage, on va commencer déjà par des sons discordants des acteurs et partenaires à l'approche de la présidentielle. Chacun y va de son commentaire, de son analyse, de ses déclarations. Oui, de ces déclarations, des joutes verbales qui n'en finissent pas. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce qui fait aussi la beauté de la politique. André le disait récemment. Après, le ton, est-ce que le ton est approprié? Est-ce que le ton est trop dur pour la période? Est-ce que le ton est trop sensible, surtout pour cette période électorale? Est-ce que ça ne va pas envenimer les choses à l'approche de l'élection présidentielle? On a vu de nombreuses déclarations également d'institutions internationales, l'Union européenne, récemment une résolution du 116e congrès des États-Unis également. J'ai vu une de journaux qui sont allés de leur, en termes d'emphase pour agrandir le fait, mais il est sans aucun doute que la communauté internationale également prend très au sérieux l'atmosphère préélectorale et exprime ses inquiétudes au-delà de toutes les déclarations auxquelles on a pu assister entre les partis d'opposition et le parti au pouvoir. Avant d'aller plus loin, il faut d'abord, l'institution qui a un son uniforme, j'ai envie de dire, c'est quand même la CEI qui reste constante dans ce qu'elle a dit depuis le début. Elle était devant l'Assemblée nationale pour annoncer que les conditions, selon elle, sont réunies pour la tenue des élections. Le lendemain, il y a eu la publication de la liste définitive des électeurs. On est maintenant à près de 7,5 millions d'électeurs en Côte d'Ivoire. Donc la CEI, elle est vraiment dans sa démarche d'aller aux élections le 31. On va revenir au sujet de la CEI tout à l'heure, Israël, mais toujours à propos des sons discordants, en tout cas des différents sons, peut-être qu'ils ne sont pas toujours discordants. Eh bien, est-ce que finalement ces différents sons-là ne participent pas à créer cette psychose dont on parlait il y a quelques jours? Je voudrais réagir là-dessus. D'abord, il y a une première chose qui a suscité la réaction du CRDP, PDCI, tout ça, c'est la réaction, le discours du Premier ministre à Boisflé. On en a longuement parlé ici dans nos émissions, mais déjà ça fait réagir le CRDP à travers vraiment un communiqué de presse, en tout cas une déclaration où ils épinglent vraiment cette sortie-là. Est-ce que cette déclaration du Premier ministre là, ne répondait pas à une autre déclaration, celle par exemple de l'appel à la désobéissance civile? Oui, bien sûr. Donc, et eux, le fait, ils auraient pu en parler au détour d'une émission, mais le fait de convoquer la presse, de faire une déclaration assez solennelle, je pense que pour eux, c'est un élément, en tout cas, dans leur stratégie assez important. Donc on parlait de son discordant. Il fallait qu'ils réagissent là-dessus, et ils l'ont fait. Mais je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison, puisqu'il s'agit de remobiliser toujours les militants. Et donc chaque fois qu'on peut dire aux militants ce que l'opposition ou bien ce que le pouvoir vous dit ne devrait pas vous ébranler dans notre stratégie, moi je pense que c'est toujours bon. Et si certains disent que le pays fait attention, parce que évidemment avec toutes les notes, toutes les déclarations, tous les communiqués, donc c'est un appel à l'apaisement et tout ça, de l'autre côté on dit ouais ça y est, on a reçu certains candidats, on a certains membres de partis qui disent le pays va très très bien, tout va bien, on ira aux élections, rassurez-vous. Il faut se rendre compte que donc, la bataille médiatique s'est déportée maintenant en interne en Côte d'Ivoire. On en parlait la semaine dernière. On était beaucoup plus sur l'international. Là, aujourd'hui, tous les acteurs sur le terrain s'affrontent par médias, par propos interposés. Et alors, je vais rejoindre un peu André qui le disait la semaine dernière. C'est un peu de bonne guerre. On est vraiment engagé dans la bataille. Et moi, tant qu'on reste au niveau des mots M-O-T-S, ça nous va. Mais après... Moi, je ne vous cache pas que lorsque vous dites ça, ça me pose un problème. Parce que lorsqu'on reste qu'au niveau des mots, mais j'ai envie de dire tout par des mots. Je n'avais pas fini. Bien sûr. Après, j'avais pas fini. Après, il faut faire justement attention à ce qu'on envoie comme message derrière. Il faut éviter certains appels qui peuvent être pas très bien compris par certaines populations. Et l'opposition, donc, justement, a estimé que les propos, par exemple, du Premier ministre n'étaient pas à propos et a réagi. Donc, on est vraiment dans ce jeu-là. Si, moi, dans mon camp, j'estime que des propos envoyés ne sont pas de nature à créer un climat de paix, c'est mon devoir de le dénoncer et de le mettre en avant. Bon, le souci, c'est que tout ce que ces personnalités affirment, qu'elles soient de l'opposition ou du pouvoir, n'apportent pas grand-chose à la situation du pays. Il y a une date qui a été annoncée le 31 octobre comme étant celle de la présidentielle. Or, il y a de nombreux désaccords qui subsistent quant à l'organisation du processus électoral. Voilà, donc c'est vrai que les discours peuvent servir
remobiliser des militants, mais je ne pense pas que la population ait vraiment besoin de ce type de discours-là. Parce que quand on discute ou quand on lit les publications sur les réseaux sociaux, il transparaît quand même beaucoup d'inquiétude. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont-elles se passer? Est-ce qu'une fois encore, le pays va basculer dans la violence? Je pense qu'on gagnerait, chacune et chacun, à tenir des propos de paix. Et quand on est responsable politique, en fonction ou dans l'opposition, c'est de tenir parfois sa langue. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je pense que de part et d'autre, moi j'ai observé une forme d'arrogance. Mais c'est aussi le jeu. Voilà, les opposants bandent les muscles, le pouvoir aussi montre qu'il ne peut pas reculer, mais quelque part, il y a une population qui est prise en otage et qui angoisse. Et je pense qu'il faudrait vraiment mettre fin à tout cela, s'asseoir autour d'une table, si le dialogue est encore possible, et trouver les voies et moyens de parvenir à une solution qui permette à la Côte d'Ivoire de retrouver sa culture. Là, on est vraiment dans un dialogue de sourds. Je veux dire, quand vous regardez la posture de l'opposition, elle demande la dissolution du Conseil constitutionnel, la dissolution de la CEI, la démission de l'annulation de la candidature du président Ouattara. Donc on est vraiment dans cette posture-là. Et en face, le gouvernement dit non, nous on ira coûte que coûte, le 31 octobre aux élections. C'est vraiment et je pense qu'on aurait pu peut-être éviter d'arriver à cette situation de dialogue de sourds, comme tu as dit, si depuis plusieurs mois, peut-être qu'il y avait une discussion au niveau entre l'opposition et le parti au pouvoir concernant la CEI, la constitution de la CEI. C'est vrai qu'on ne peut pas céder à toutes les demandes, mais arriver à un certain point d'accord pour que, de part et d'autre, il y ait une certaine satisfaction. Parce que, à ce jour, c'est vrai que la CEI joue sa partition, le nombre d'électeurs a été donné, les CEI, le nombre de bureaux de vote. J'allais redonner la parole à Israël. Je lui avais tiré la parole sur ce sujet-là. Donc, vous la donnez à Edith. Voilà, le nombre de lieux de vote est connu et tout, mais le plus important, est-ce que dans les faits, la CEI est véritablement opérationnelle, sachant déjà que dans sa logique de désobéissance civile, le FPI a déjà retiré deux de ses membres, vice-président et président de commission, qui étaient présents au sein de la CEI. Donc, est-ce que la CEI même n'est pas déjà fragilisée en tant qu'institution qui est censée garantir de répondre à la question la crédibilité de l'élection? Sur ça, moi, je voudrais revenir à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, entre les mots et ça. Moi, je pense que les mots, vraiment, me laissent pas... je voudrais que mes compatriotes comprennent que les mots ne devraient pas nous paniquer. Mais bien au contraire, ce qui devrait nous paniquer, c'est la CEI. Ça, en revanche, je trouve que... Parce que dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, on a obtenu la CEI, qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais la CEI est le creuset de notre consensus. Parce que on a évolué et on est arrivé à ça. On a considéré qu'il y avait Oufouette avec le ministère de l'Intérieur et on est arrivé. C'est vraiment la preuve de notre consensus politique. Donc, au-delà des mots qui peuvent être très politiques, quand au niveau de la CEI, on est en désaccord, je pense que ça devrait nous inquiéter. Parce que ça montre simplement que là, on étale un consensus qu'on avait gagné après, je pense, des désaccords. Qu'on croyait avoir gagné. Oui, qu'on croyait avoir gagné. Donc, c'est pour ça que moi, je veux revenir vraiment pour dire que vraiment sur la CEI, c'est le fond de notre problème. Alors, moi, je serais, d'abord, sur la suspension de la participation des deux membres de l'opposition, je suis quand même allé chercher les textes dans le code électoral. Ouais. On ne peut pas suspendre une participation. C'est ça. On n'est plus membre de la CEI par la démission, par la révocation ou par l'empêchement absolu, par le décès. C'est ça. Dieu merci, ils ne sont pas décédés. Je n'ai pas appris que deux membres de la CEI étaient décédés. Donc, là aussi, il faut de la clarté. Soit vous êtes encore membre de la CEI, vous continuez à faire le travail, vous laissez des chances au dialogue politique, ou alors vous annoncez votre démission. Voilà. Ou alors le Conseil constitutionnel, comme c'est prévu dans les textes, décide de révoquer ces deux personnes-là. Donc, je pense que c'était juste une action politique. Ouais. Maintenant, revenons à la CEI. Ça fait 25 ans que la Côte d'Ivoire a un problème d'organisation électorale. L'élection, elle est faite pour légitimer un pouvoir. Mais chez nous, elle s'accompagne toujours de phases ou de séquences de violence. L'élection qui est prévue le 31 octobre, je crois, devrait coûter autour de 96 milliards de francs CFA. 82,5, je pense, fournis par l'État et le reste par les partenaires. Voilà, par les partenaires au développement. Alors, il faut qu'on fasse un choix. On ne peut pas, d'un côté, dire qu'on est souverain quand on prend une décision de la Cour africaine qu'on refuse d'exécuter, puis de l'autre côté, pour faire son budget, on sollicite la communauté internationale. Moi, je serais d'avis qu'on en finisse
avec ces histoires de commission C'est-à-dire, électorale indépendante. ouais. Non, mais je vais expliquer. C'est en 90 que ces choses-là sont apparues. C'était l'une des conditionnalités fixées par les bailleurs de fonds. On soutient vos démocraties naissantes à la condition que les opposants soient dans des structures qui organisent ces élections-là. On les a Pour appelées instaurer les la OSE, confiance. Pour instaurer la confiance. Mais dès lors que ce qui doit créer la confiance n'est pas en mesure de le faire, qu'est-ce qu'on fait? On revient à l'ancienne méthode. Nous avons un Institut national des statistiques, l'INS, qui a les chiffres, qui a les statistiques, qui a tous les documents qu'il faut, qui connaît la population. Nous avons des sous-préfets, des préfets, nous avons des maires. Je pense même que la communalisation a été très avancée en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas créer un bureau des élections dans nos mairies, dans nos sous-préfectures et autres, qui serait donc là pour gérer l'électorat toute l'année? C'est-à-dire que quand une personne est en âge de voter, elle s'inscrit. Quand on aménage dans une localité, on va se déclarer pour pouvoir être sur la liste électorale, etc., etc. 96 milliards, ça peut servir à construire des hôpitaux, ça peut servir à construire des écoles. Non, la démocratie a un prix. C'est un prix, d'accord. Mais on ne peut pas continuer, excuse-moi André, on ne peut pas continuer à financer des joutes verbales ou des joutes physiques. Parce que ça fait 25 ans que la Côte d'Ivoire est empêtrée dans une histoire d'élection, parce qu'on n'aurait pas confiance en celui qui organise. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être songer à replacer l'organisation des élections dans le giron de l'État, comme cela s'est fait au Sénégal. Ouais. Et le Sénégal ne s'en porte pas moins bien. Il faudrait, une fois pour toutes, qu'on en finisse avec ces machins-là, qui sont des organisations hybrides. Mais allez, on est sous la pression des organisations internationales qui financent et l'État qui a le cul, enfin, excusez-moi, qui est pris entre deux chaises. Voilà. Bon, ça suffit. Mais allez, une fois qu'on l'a dit, pour qu'on remette ça dans les mains de l'État, moi, je dis ça et on passe la parole effectivement à Israël. On oublie Brice. On va organiser le 34. Non, il sera là. Il sera là. Voilà, vous voyez que déjà dans notre CEI, déjà on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ok. Une fois qu'on dit ça, le constat c'est que ça n'a pas marché notre façon de faire. Mais forcément, avant de remettre ça à l'État ou en tout cas à l'administration, il faudrait qu'on s'entende. C'est que la question du consensus revient toujours. André, moi, c'est ce que je veux rajouter. On cherche le consensus. Ça fait 25 ans, un quart de siècle. On a eu 5 élections présidentielles. Donne-moi, André, un seul thème de campagne que tu as retenu, à part la question de l'éligibilité de M. Ouattara, l'âge de M. Bédier, son état de santé, les problèmes, je veux dire, voilà, etc., etc. Ça suffit maintenant. Nous, on veut des élections durant lesquelles on dit M. André est candidat. Voilà mon projet, voilà mon programme, et ça devient une thématique qui est au cœur du débat dans le pays. Voilà. Donc, que l'État reprenne sa chose, qu'on donne les pouvoirs qu'il faut aux sous-préfets, préfets, aux maires et autres pour nous organiser des élections. Tout ça, c'était quand même une victoire, ça, je pense. Oui, mais quand on ne peut pas assumer la victoire, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu es champion du monde et que la prochaine Coupe du Monde, tu as une équipe de gens qui ne peuvent pas jouer, ben, tu perds la Coupe du Monde. Les acquis démocratiques, c'est comme ça. Voilà. Israël Guébou. Balater. Alors, qui on parle de football. Bien joué. Aujourd'hui, il y a les jeux de mots sur ce plateau. Non, mais alors, est-ce que vous pensez que dans cette atmosphère-là, l'opposition va accepter que l'État reprenne la main sur la CEI? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit la société civile elle-même qui soit cet organe-là indépendant finalement et que les partis politiques sortent et qu'ils laissent finalement la société civile, la population. Mais justement, ils sont tous affiliés à des partis politiques, on sait très bien. Donc justement, en attendant que ça se construise, il faut commencer à construire une société civile forte et indépendante afin qu'elle puisse, dans les années à venir... c'est une autre affaire. Oui, c'est vrai, mais c'est un processus. On ne peut pas demander aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, et dire, bon, voilà, on retire. Non, pas maintenant. Mais après cette présidentielle-là, il faut envisager que le prochain gouvernement redonne à l'État toutes ses prérogatives. Donc, l'État pour ces élections. C'est une proposition pour l'avenir. Ah ben oui, bien sûr. En attendant, qu'est-ce qu'on fait là? On fait avec ce qui existe. Mais il faut songer sérieusement à redonner à l'État l'ensemble de ses pouvoirs régaliens. Ça, c'est pour le futur. Moi, je suis assez étonné parce que cette discussion, ce désaccord entre l'opposition et le gouvernement, le parti au pouvoir sur la CEI, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas de cette semaine. Oui, et depuis l'année dernière. Non, même depuis 2016, 2017. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas approfondi le sujet à l'époque? Il y a des différends, il y a de l'opposition, enfin on ne s'entend pas, au point où parfois les institutions internationales et africaines sont obligées d'intervenir dans notre... Et là, on parle de souveraineté. Quand j'entends parler de souveraineté,
j'ai bien envie que pour une fois, la Côte d'Ivoire apprenne à résoudre ses problèmes elle-même, Ben oui. sans avoir forcément avoir recours avec l'extérieur. En ce moment-là, oui, on pourra parler de Parce que souveraineté. pour le moment, c'est l'impôt payé par la commerçante du marché, le salarié là, qui finance la CEI. Mais Michel, tout ça, même si l'élection est organisée, moi- s'il vous plaît, même si l'élection est organisée par l'État, ça va coûter Ça va quelque chose. coûter quelque chose. Ça coûtera Non, quelque Alain, chose, mais je vous dis pourquoi. Ça coûtera moins cher déjà, on fera des économies d'échelle. Est-ce que vous imaginez que ceux qui sont membres des CEI locales sont payés par l'État? Oui, on est d'accord. Voilà. Et CEI central, pour ben, ça c'est la que ça même coûte cher, chose. ouais, bien sûr. Bon, un préfet, il coûtera forcément moins cher. Il Ouais. n'aura pas 10 personnes avec lui qui vont gérer des élections qui n'auront Mais jamais forcément, pendant la Voilà. période électorale, il est sous André, astreinte. André, forcément. le préfet est le représentant du chef d'État dans sa circonscription. lieu. Non, de l'État. Oui, de l'État. enfin, oui, de l'État, de De sa l'État. circonscription. Il est nommé. Oui, par mais l'État. il faut bien. Le Conseil constitutionnel nomme bien les membres. Ils sont non? nommés, mais ils sont censés travailler en toute indépendance. Mais Non, il y a des préfets qui font leur travail en toute indépendance. Alain, ne faisons pas l'opposition entre l'argent qui peut servir à construire les hôpitaux et l'argent qui peut Oui. servir à faire de la politique. Ça, venant de toi, non, je ne partage pas cet Mais avis. parce que je trouve que ce financement est vain. Écoutez, ça fait 25 ans qu'on est Ouais. incapable d'organiser des élections qui n'amènent pas d'histoire. Oui, ça, on Bon, est c'est un d'accord. problème. Là-dessus, il faut qu'on évolue. Et la piste me semble assez intéressante. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un certain moment, on revienne pour dire nos compatriotes qui sont dans l'administration, ils ont fait l'ENA, c'est des gens compétents, Ils c'est des savent grands faire, administrateurs, ils peuvent faire. Qu'on laisse Est-ce l'État que faire. vaut mieux ne pas... De toute façon, ils sont partie prenante dans les élections, parce qu'il y a, mais ils sont là. Mais il faut peut-être à un certain moment dire, laissons-les faire cette opération-là, et ça devrait marcher. Moi, je ne sais pas si on a la même Ça, c'est une compréhension, autre- parce que ça, moi, j'ai c'est une l'impression, autre- André, moi j'ai un peu l'impression que c'est le chat qui se mord la queue. Ça, parce c'est que- un autre débat. Oui, parce qu'on disait, ils étaient là, ils faisaient, Absolument. et les gens ont dit qu'ils faisaient mal. Donc, ils ont trouvé un système, et après, on va dire, recommencer à faire. c'est Mais ça. Alain a bien dit, on fait le était, tour. on était dans une histoire, il ne faut pas l'oublier. On rentrait dans la démocratie et il y avait une opposition naissante, ou en tout cas qui était clandestine, qui arrivait justement au devant de la scène, qui n'avait pas confiance. Et à l'époque aussi, reconnaissons que le lien entre le parti au pouvoir et l'État était fort. Aujourd'hui, franchement, ce n'est pas trop le cas. Il y a des préfets qui démissionnent. Enfin, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de changements. Il y a un préfet qui démissionne. Non, je pense qu'il y a beaucoup oui. plus de changements que Oui. par le passé. C'est vrai. Mais si, il y a beaucoup plus de changements. On parlait de Soro Ibrahim, Non, c'est clair il qu'on a n'a pas été un de- cadre on des n'a pas douanes, de il a parti démissionné unique. aujourd'hui. On n'a pas de parti unique, c'est Oui, c'est la donc grande le lien différence. n'est plus- Mais je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Oui. C'est là où je rejoins Israël. Ouais, C'est une proposition pour l'avenir. c'est ça. Je On pense termine que- avec ce oui, point. Oui, je oui, pense sur que ce point. pour sortir de toutes ces dissensions, de toutes ces discussions qui continuent depuis de Interminables. nombreuses années, il faut donner la place, en tout cas le pouvoir à la société civile de pouvoir prendre en main l'organisation des élections. C'est vrai qu'il n'y a pas de partialité. Personne n'est impartial de toute façon. Mais une société civile forte, comme ça existe aux États-Unis, dans les pays européens, permet de pouvoir juguler toutes ces difficultés. Donc, donner On le va- pouvoir à la société civile on de va pouvoir On va terminer organiser avec les une question sur ce élections, de point-là. pouvoir la C'était détacher. quelle Oui. société civile? Il faut la construire. Il faut la construire Ok, tout Brice, il faut simplement. la construire. On pose la Il a question, plus fort. on va revenir. Mais lui donner les je moyens de savais pouvoir être bien plus fort. que ça Juste va quelle prendre du temps, société les civile? amis. Nous Non, sommes la- dans une jeune démocratie. Mais il faut déjà commencer, il faut déjà y penser. faut qu'on Faut pas soutienne. dire J'ai que ça va prendre l'impression du temps. que mes Non, non. deux amis qui sont vraiment des activistes de la société civile veulent nous imposer quelque chose, les On ne amis. t'impose pas quelque Mais chose, non, on propose André, quelque chose. La société André. civile, on est d'accord. Moi, Mais en tant aujourd'hui, je ne partage pas qu'observateur, forcément. observateur Oui, je ne partage des pas forcément élections, la mais pas en proposition tant de Jean-Claude. Vous ne qu'organisateur. parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît, messieurs. Non, je dis que je ne Madame, partage pas forcément la proposition d'Alain. André, vraiment 15 secondes, s'il vous mais en plaît. 15 secondes. Mais il me semble qu'elle est beaucoup plus intéressante que celle de la société civile, puisque On va aller à l'administration, non, Oui. l'administration est là. Que On l'État a confiance en reprenne sa l'administration chose. aujourd'hui. Voilà. Tout ce qu'on fait, on s'adresse à nos préfets, André, on ben s'adresse. oui. Oui, bien 5 sûr. secondes. Merci beaucoup. Bon, il m'a rabroué, Brice. Je suis désolé, mais il faut qu'on aborde d'autres points. Alors, il y a cet appel à la désobéissance civile, là, diversement interprété, diversement commenté, diversement apprécié. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a mis dans la désobéissance civile? Parce que je n'ai pas entendu une déclinaison de ce que cela contiendrait. Si, moi, j'en ai Ils ont entendu juste une- lancé j'en ai entendu en bon, une c'est quoi? aujourd'hui avec, avec Mamadou Koulibaly, qui a précisé que pour eux, enfin en tout cas pour lui, la désobéissance civile, ce n'est pas sorti avec des fusils et des machettes. Très bien. Mais la désobéissance civile, pour lui, c'est de montrer que la CEI, elle est illégale, que le Conseil constitutionnel est illégal et que la candidature du président Ouattara est illégale. Et pour cela se manifeste à travers des démissions de la CEI. Donc pour eux, c'est de faire des actions qui vont montrer l'illégalité de ces différentes institutions. Voilà ce que j'ai entendu. Bon. Parce que la semaine dernière, on se demandait un peu qu'est-ce qu'on met dans la la- désobéissance oui. civile. Moi, j'ai eu un début de réponse aujourd'hui. Voilà. D'accord, mais ils démissionnent ou ils suspendent.
Mais c'est ça qu'on appelle une manière de s'aborder un peu le système en place pour pouvoir mais ça mettre la décrédibilise. pression, Mais ça n'empêche en pas, fait. ça n'empêche pas la CEI de fonctionner. C'est là où on se trompe aussi parfois de stratégie. Je veux dire, bon, c'est très intéressant tout ça, mais 2 personnes sur la douzaine, la membres de la CEI centrale, qui suspendent leur participation, je ne pense pas que cela empêche l'organisation de fonctionner. Mais c'est vrai que du point de vue de l'image, du message, le discours politique, là, ils font de la communication. C'est plus de la politique seulement. C'est de la communication pour montrer qu'il y a des dissensions au sein de l'organe qui organise les élections, etc. Mais moi, je pense qu'il lui fallu, il y a plusieurs mois, comme l'a dit Edith, s'asseoir autour d'une table, insister, demander au gouvernement de venir pour discuter. Parce qu'effectivement, il semble que les ponts ont été rompus depuis longtemps. Ouais. Et ce n'est pas à 4-5 mois qu'on va commencer à échafauder, élaborer des stratégies pour savoir comment est-ce qu'on fait. Et c'est vraiment dommage pour le pays. Non, mais Alain encore revient ça. Israël, on peut pas aujourd'hui nous croire ce que nous dit Mamadou Koulibaly. La question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qu'on met... Je ne crois rien, je mettais juste en avant des faits. Oui, oui. Parce que j'ai eu un sentiment. Non, attends. Il disait qu'il avait un début de réponse. Oui, non, j'ai un début. On s'est posé une question la semaine dernière. Qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur Qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur de la désobéissance civile? Et moi, j'ai un début de réponse à cette question-là. Je titille un peu, mais moi, je pense, et ça, je l'ai soutenu la semaine dernière, je pense qu'il faut reconnaître que la stratégie de l'opposition n'est pas lisible. Oui. Et c'est ce que semble dire Alain, elle n'est pas lisible. On a balancé un mot qui est chargé historiquement, qu'on dise, bon, nous, on suspend notre participation, on ne veut plus participer à cette affaire, parce que quand on utilise le mot désobéissance civile, c'est chargé historiquement. Historiquement, ça veut juste dire que la majorité de la population va, à un certain moment, se détacher de l'appareil de l'État, d'une certaine façon. Et ça, c'est quand même, c'est un appel, laissons la violence, mais c'est quelque chose de massif. Et là, il se trouve que cet appel n'a pas été entendu. Là, aujourd'hui, on vient nous dire que non, c'est pas ce que ça veut dire la désobéissance civile, c'est vous dire non, ça ne veut pas dire qu'on va sortir les grands couteaux, Mamadou Koulibaly. André, toi qui es un grand amateur de confrontation politique, on est là dans la confrontation politique, oui, je suis d'accord. On est vraiment dans la communication politique. Avec André, c'est la terminologie, c'est ce qu'on met dedans, là, avec quoi il n'est pas d'accord. Mais tu vois bien la résonance que ça a eu derrière, tu vois bien comment ça a été repris, tu vois bien, voilà. Je pense qu'ils ont réussi. C'est une stratégie. Je pense qu'ils ont réussi, parce que j'avais la même position que toi, parce qu'au lendemain de dimanche, donc au lendemain de l'heure de la déclaration du PDCI, le 20 septembre, c'était la même réaction. Qu'est-ce qu'on met dans la désobéissance civile? L'opposition ne fait que parler, on ne comprend pas la direction qu'elle est en train de prendre, c'est un peu désorganisé à leur niveau. Mais je pense qu'au final, en fait, c'est une stratégie. Et là, tu l'as dit, tout de suite, chacun d'entre nous a commencé à imaginer, en tout cas à se donner une certaine idée de ce que pourrait être une désobéissance civile se basant sur des faits historiques, pour laisser, je pense, leurs adversaires, en tout cas, ou la population, dans ce flou bien organisé, dans ce flou artistique, en fait, au final. Mais le message était clair pour le gouvernement. Le message est très clair pour le gouvernement. Le Premier ministre, exactement. On voit plutôt de réplique à la violence. Exactement. Je le disais tout à l'heure. Et je pense que toutes ces suspensions répétitives pour pouvoir déstabiliser ou fragiliser des organes comme la CEI sont faits à dessein, ils ne vont pas annoncer leurs attaques de toute façon. Mais nous, 10 jours plus tard, on constate que ça n'a pas fonctionné, puisque la CEI, elle te dit quoi? Elle te dit, ben moi j'ai enfin ma liste définitive, j'ai mes lieux de vote qui sont déjà... Donc ça veut dire que la CEI a continué de... Il n'y a pas eu de désobéissance d'un quelconque citoyen, je veux dire. Désobéissance civile, selon toi? Non, par exemple, la CEI s'appuie, non, une des désobéissances civiles, prenons le cas de la CEI. La CEI s'appuie sur qui pour travailler? Sur des Ivoiriens, qui sont des gens qui vont tirer des cartes d'électeurs, qui vont tirer des documents, etc. Mais ceux-là, par exemple, refuseraient de travailler. Ils désobéissent. Ils disent, nous, je ne casse rien, mais je ne travaille pas, je proteste. André, vous me contredirez si je me trompe. Ma voisine aurait pu imaginer que la désobéissance civile, c'est une forme de grande grève de tout le pays. Merci. C'est à peu près ça. Mais ça peut faire quelque chose de super pacifique. Oui, mais le risque est grand pour l'opposition de lancer un tel appel qui ne soit pas suivi. Ce serait un grave désaveu. Voilà, et c'est d'ailleurs pour cela que l'opposition s'est gardée de préciser. André, mettons le pied dans le plat. Toute cette stratégie, c'est quoi l'objectif? C'est qu'il n'y ait pas d'élection le 31 octobre prochain. Sauf que l'élection arrive. Eh bien, on verra d'ici là. J'ai eu la CEI dans la journée. On verra d'ici là. Le 10 octobre,
distribution, Des cartes. publication de la liste La électorale. liste définitive. Et le 15 octobre, distribution des cartes d'électeurs. Ils sont prêts. Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai les Avec les échanges cartes, ici. bon. On se reparlera la Donc, semaine prochaine, on verra on verra si- bien, oui. on verra bien. Parce que, effectivement, la CEU ne peut pas annoncer qu'elle est défaillante. Ce serait donner raison à l'opposition et aussi dire au gouvernement que, effectivement, la machine n'est pas aussi bien huilée qu'on En pourrait tout cas, le j'ai penser. l'impression que l'opposition est en train de détourner notre attention en nous faisant croire, comme on a dit, désobéissance civile. On a tout de suite pensé que ce serait un grand mouvement général au niveau de l'administration publique ou de certaines organisations pour paralyser le pays en termes de fonctionnement. Mais finalement, lorsqu'on regarde, on a l'impression qu'ils agissent de façon hérétique. Mais peut-être qu'ils ont véritablement une stratégie. Non, Est-ce là la stratégie? De mon point de vue, on verra bien. on va le juger dans quelques semaines, Non. si ça réussit ou pas. Mais on peut le juger déjà au bout de 10 non. jours, Israël. Non. Ils n'ont pas vraiment Si. encore, en vrai, Lorsque- ce qu'on entend, ils n'ont pas encore vraiment lancé les choses. Lorsque la On a- campagne électorale sera ouverte ou pas, on pourra juger si cette stratégie a fonctionné Et ou ça pas. me fait sourire parce que je repense au discours de Henri Conan Bédier lorsqu'il disait, et je pense que ça a fait un peu le tour des réseaux sociaux, lorsque le sage indique La la lune, lune, l'idiot regarde le doigt. j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous, en tout cas de nous détourner en fait. Ouais. Finalement, détourner notre attention et finalement, on va peut-être se retrouver à une conséquence, en tout cas, de cette désobéissance civile qui ne l'est pas finalement. Non, parce que de toute façon, peut-être que, évidemment, dans la stratégie, la désobéissance civile telle que certains l'imaginent prépare la contre-offensive et ils disent non, là, ils nous attendent sur ce point-là, on va passer par un autre point. C'est peut-être une stratégie. Vous faites de la fiction politique. Maintenant, André, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, oui, c'est la fiction politique. Je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Peut-être qu'André dit c'est le terme peut-être qui ne convient pas forcément à l'action qui est en train d'être menée. C'est le thème qui a qui est résonné. chargé symboliquement, Oui, il y a- c'est celui qui a résonné le plus. Voilà. Mais il a raisonné ça de toute Bon, façon, je dis, c'est ce finalement, qui gagne. certains se disent peut-être que c'est pas plus mal, d'autant plus que ça ne, il n'y a pas ce désordre-là que les gens craignaient. absolument. Tant que c'est sur les mots, tant que c'est sur le terrain politique. du coup, vous me que les rejoignez. gens- Ça que veut les dire gens tant qu'on s'affrontent, peut retenir- ils se comme c'est les disent, mots, comme tant que cette désobéissance désobéissance civile est dans ces formats-là, ça ne Et déplaît puis, je pas pense que forcément tout le l'objectif monde. aussi, c'est de faire réagir des organisations internationales comme Crisis Group, ou Group, des international, ONG, ou ouais. internationales, ou même Ou le le Congrès Congrès américain. américain. C'est fait à dessein, on est de la communication politique, comme tu le dis, Parce que le et professeur- peut-être pas dans et la le fiction professeur Ouadou politique. Coulibaly dit non, on va continuer à aller travailler pour qu'on paye les salaires, Eh oui, hein, eh oui. entre autres. Eh oui. Donc oui, et tant que oui, Désobéissance civile citoyenne. sait-on jamais, sait-on jamais. Tant qu'on paye nos salaires, on est content. Et même sur la désobéissance civile, peut-être pour rajouter une couche, c'est qu'on a d'un côté Afin Guessan qui lui appelle vraiment à la désobéissance, enfin appelle aussi à la désobéissance civile puisqu'il a rejoint Bédier, mais comme l'a dit Alain, il suspend, il ne dit pas que je me retire. Retire, Là, du coup, il suspend. Je démissionne pas, Oui, mais il ne démissionne je suspends. pas. Donc il reste toujours la possibilité pour lui d'y participer. Donc, voilà. C'est un flou artistique. Je vais dire à nouveau compréhensible. quelque chose que j'avais évoqué la semaine dernière, c'est que, et pardon encore André, mais je vais le redire, l'opposition ne parle pas forcément sur cette question-là d'une même voix. D'un côté, vous avez ceux qui vous disent on va faire la désobéissance civile, mais si finalement on va aux élections, non, on ira. Et puis d'un autre côté, ceux qui disent non, il ne faut pas aller aux élections. Donc, moi, je regarde, j'entends le discours de Guillaume Soro et de Simone Babou qui vont presque dans le même sens. Et puis d'un autre côté, ceux qui disent bon, désobéissance civile, oui, mais bon, on a quand même candidat jusqu'à là, si jamais on va en campagne. Que les choses vont se... On va se retrouver à une table de négociation. Moi, je veux bien pour qu'on pouvoir, dise, OK, je ne vais plus aux élections et que tout le monde n'y aille plus. Et puis bon, Mais je pense que c'est ça. un peu le message C'est voilé, ça, en fait. Bon, il faut Parce le- que je ne pense il pas faut que- le dire clairement. Je ne vois pas Voilà. le PDCI en train de lancer une campagne là, en 3-4 semaines, alors que les revendications n'ont pas été satisfaites. Ça, pour le Voilà. coup, nous, faisons de l'analyse Voilà. politique. Je- On je- peut je- penser, peut-être voilà. que là, on ne va pas faire de Ça la va être un peu fiction, on pense difficile. juste de l'analyse Un peu politique. difficile. Le PDCI ne sera pas à cette élection parce que Voilà. Ça une va être un campagne, peu ça se difficile. prépare. Ça se Absolument. prépare quand même. Et nous, on ne les voit pas en train de préparer Voilà. une élection. Ils ne sont pas Dans la mobilisation en de leurs position d'aller électeurs. dans une Oui. campagne, je ne le pense pas. Bon, dans tout ce jeu politique, face à toute cette agitation, tous ces mots, toutes ces actions, ben, vous le disiez tout à l'heure, certains s'inquiètent, certains se préoccupent, certains se soucient, et ils appellent à l'apaisement, notamment la Fondation Kofi Annan, qui ça. appelle donc au dialogue, un dialogue national inclusif. L'ONU est contre tous les discours de haine. Finalement, ces appels-là ont vraiment besoin d'être entendus, vous me direz. Oui, enfin, si déjà, peut-être avant de répondre à votre question, si il s'agit de se dire, est-ce que ces organisations sont dans leur rôle? On va dire, c'est bien sûr.
c'est vraiment une pratique assez classique quand on craint que notre volonté chaque fois de conquérir le pouvoir ne débouche sur des castes dans le pays, des organisations comme ça, commence déjà à dire attention, privilégier le consensus. Mohamed Ibn Chambas était là, l'ONU continue, International Crisis Group aussi intervient. Alors, la réponse à votre question, est-ce qu'on a pris l'habitude de les écouter vraiment? C'est la bonne question. Est-ce qu'on les entend? Il y a deux éléments qui reviennent quand j'écoute les différents communiqués des institutions internationales, que ce soit la Fondation Kofi Annan ou même le communiqué de l'ONU. Il y a des mots-clés qui reviennent: dialogue national inclusif, conditions d'élection pacifiques et inclusives. Donc aujourd'hui, la communauté internationale est d'accord pour dire aller aux élections, mais dans des conditions qui permettent qu'ils soient inclusifs et pacifiques. Oui, mais est-ce qu'autrement, ce n'est pas de dire, bon, finalement, vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas? Bon, mais c'est là quand même aussi l'ambiguïté. Je pense que parfois, l'ami sincère, c'est celui qui vous dit la vérité. C'est ça. Voilà, l'ONU, si elle est vraiment consciente que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections, il faut qu'elle le dise au gouvernement, qu'elle sensibilise les autorités ainsi que l'opposition et qu'elle puisse rassurer la population. Là, elle parle à tout le monde. Voilà, elle parle à tout le monde, mais ça, ce sont des mots, des éléments de langage. Vous prenez, vous mettez Cambodge, vous mettez Laos, vous mettez Liban. Mettons la Guinée qui est juste on met à côté. La Guinée, c'est le même mot qu'on utilise. Voilà, 3 c'est la diplomatie, on met une couche par-ci, par-là, etc. Je pense qu'il faut dire clairement quelle est la position de l'ONU aujourd'hui. Est-ce que si elle prend parti, elle prend position, est-ce qu'elle ne sera pas accusée par un camp Non, mais voilà. Je pense qu'on n'en est pas à ce niveau-là. Vous voyez, l'autre fois, l'ambassade des USA a fait un communiqué pour dire on attend la décision du Conseil constitutionnel, etc. Et puis après, quand la liste a été publiée, les USA ont produit un communiqué pour dire bon, on veut des élections inclusives. Mais quand on lit entre les lignes, on dit l'élection du 31 octobre. Donc, ça veut dire que d'une part, on contente le gouvernement, de l'autre part, on essaie aussi de faire plaisir à l'opposition. Ceux qui peuvent régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, ce sont les acteurs ivoiriens eux-mêmes. On est d'accord. Voilà, je veux dire, les communiqués de la France, de l'UE, de machin, excusez-moi, c'est bien. Ça veut dire qu'on a des amis, que nous sommes un pays important, que notre État, je veux dire, l'état d'esprit dans le pays les intéresse. Mais ceux qui ont la solution, ce sont d'abord les Ivoiriens eux-mêmes. Donc, il faudrait plutôt que le gouvernement et l'opposition et tous les acteurs, y compris vos amis de la société civile, se mettent autour d'une table pour trouver quelques solutions pour soulager le pays. Et c'est là où je te rejoins totalement. C'est un problème qui doit être réglé par les acteurs politiques ivoiriens. Tous ces nombreux communiqués, que ce soit la Fondation Kofi Annan ou de International Crisis Group. Il faut rappeler également que International Crisis Group a pour fondateur, parmi ses fondateurs, George Soros. Qui est un ami du président. Exactement. Toutes ces organisations, ces institutions ou ces ambassades jouent leur rôle. Mais derrière, là où peut-être que ça peut avoir un impact, c'est au niveau peut-être des investissements directs étrangers. En général, tous ces rapports, toutes ces déclarations internationales conditionnent en tout cas les investissements directs étrangers. Quand vous dites qu'il faut que ça se règle en Côte d'Ivoire, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire écho un peu de ceux qui disent que finalement la Côte d'Ivoire doit tenir à sa souveraineté? Non, moi je... On est déjà au-delà de la souveraineté. Vous savez, ce que je voulais dire concernant ces organisations, j'ai bonne mémoire aussi que à l'époque, le président Ouattara s'est beaucoup appuyé sur ces organisations qui l'ont défendu. C'était leur champion. Maintenant, il est aux affaires et en face de lui, il y a une opposition qui l'accuse de tous les maux, qui dit qu'il est un dictateur, qui ne laisse pas les gens s'exprimer. Donc, c'est aussi le jeu de la diplomatie. Et je ne pense pas que ce soit forcément ces organisations-là qui amèneront le gouvernement à infléchir sa position, mais plutôt la capacité des acteurs locaux à créer les conditions d'un dialogue fraternel et sincère. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on sait, moi, pendant 10 ans, j'ai vu l'ONU, la CEDEAO, etc. On sait comment ça fonctionne, les déclarations diplomatiques. Il faut que les Ivoiriens se mettent autour d'une table pour discuter. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on entend les partis politiques, mais qui portent la voix des électeurs des Ivoiriens. Non, mais c'est à l'opposition. Enfin, il y a une offre politique, on finit avec ça, c'est à l'opposition de le faire. Mais sur la réaction des choses, c'est vraiment... C'est-à-dire que nous sommes des analystes. À un certain moment, on peut être d'accord un peu avec le RHDP, à un moment, on peut être en désaccord, ou on peut être d'accord avec l'opposition. Une chose est sûre,
c'est Sarkozy qui l'a dit. Si Marine Le Pen ou son père Jean-Marie nous dit que quelque chose est noir, on voit bien que c'est noir, on ne va pas lui dire que c'est rouge. Aujourd'hui, il est clair que la question doit se régler par les Ivoiriens eux-mêmes et ils doivent nous donner la preuve qu'ils sont capables de le faire. Et mature. aujourd'hui, Après 60 ans d'indépendance, c'est on est c'est censé pas être le cas. mature. Voilà. Merci madame. Merci monsieur. En tout cas, je vais citer mon voisin qui a dit, lui, le concernant, Ouais. qu'il va écrire une lettre aux candidats de l'élection aux États-Unis pour les appeler au calme. C'est ça. Ça, c'est pas C'est mal, pas c'est mal, pas parce mal. qu'on a vu ce qui s'est passé sur le plateau. Voilà, pour une fois, on va leur donner des leçons. C'est désormais un moment que vous attendez tous les jeudis. Mike Danon, le porte-parole du ministre des Affaires ministérielles, nous rejoint pour son point de stress. Bonsoir, monsieur Bonsoir, le mon cher porte-parole. Boris. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Ça va très bien, journée chargée. J'ai eu une très grosse journée qui a démarré bien sûr par une rencontre à la BAD Ah ouais. qui après ma démonstration ici m'a sollicité afin d'avoir un prêt de ma part pour appuyer un peu Le développement en Afrique? Non, surtout les PMI, les PME, aussi les PMU. Soutenus par les joueurs de PMU qui sont très importants pour notre économie. Donc, cette réunion, il en est sorti je suis sorti de là actionnaire aussi de la BAD. De la BAD. Et j'ai Très bien. été à la CEI comme j'avais promis. D'accord. Justement, monsieur le ministre, je constate un changement de look. Oui, comme je vous ai dit, c'est un changement par rapport à tous ces rendez-vous que j'ai eus. Ah et oui, surtout, le rendez-vous que j'ai eu à la CEI. À la CEI? Oui, pour le dépôt de ma candidature, comme je vous ai dit. Vous étiez à la Non, CEI? non, Brice, enfin, moi je commence à t'excéder. La semaine dernière, c'était, on jouait, on peut donner beaucoup d'argent aux Ivoiriens. Cette semaine, attends, la CEI vous a reçu, sachant que la liste est bouclée, sachant qu'ils ont commencé à nous parler justement des bureaux de vote. Mais soyons sérieux, moi je commence un peu à... Porte-parole, du porte-parole de, je ne sais pas comment vous l'appelez là. Écoutez, Non. Calmez-vous, monsieur Bois, monsieur le ministre. moi, je n'ai rien à dire. Tout Mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes devant les Ivoiriens. Oui, j'ai été à la CEI et j'ai les preuves. On a la que preuve que Ah. j'ai été à la Vous avez été à la ça CEI? c'est ce qu'il fallait. D'accord, ben écoutez. Bon, moi je... Ici, vous si savez, la CEI l'a reçu, moi je pars. hein. sur cette Ça, chaîne je- de télé, nous sommes sans C'est- filtre, c'est mais du pipeau. Oui. nous insistons sur les faits. Vous étiez à la CEI. J'ai déposé. C'est du pipeau, Brice. Ça. Bah, demandez à votre régie. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, à la régie, avoir les images du porte-parole à la CEI, si elles existent? Monsieur le ministre, s'il vous plaît, Oui. juste un petit récap. Quel est votre sentiment après votre passage ici à la CEI? Écoutez, le Kaya Manga a promis. Le Kaya Manga est à la CEI. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien été reçu et tout s'est très bien passé. Monsieur le ministre, confirmez-vous votre candidature aux élections prochaines? Ma candidature est bien confirmée, elle est actée. Je vous le dis encore, je suis ici et je pense qu'elle sera annoncée ce soir ou demain par le statut WhatsApp de la CEI. Monsieur le ministre, parlons à présent de votre passage sur le plateau du Live Talk. Vous avez distribué de l'argent. Dans notre jargon, on dit travaillement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, je sais que c'est un geste qui a choqué les Ivoiriens, mais c'est leur dire que c'était que le générique. Quand je serai élu, ce ne sera pas un choc à la télévision, ce sera un choc financier pour tous les Ivoiriens. Si vous êtes élu président de la République, quel sera votre premier geste? Écoutez, mon premier geste, ce sera bien sûr de tripler le salaire des journalistes comme vous. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Il était à la CEI. Mais comment il fait pour être à la CEI alors que normalement les délais sont passés? Vous savez, nous sommes dans un pays de réconciliation et de paix. J'ai été bien reçu à la CEI, ça s'est très bien passé, café, croissant et tout. Le monde a un fonctionnement. La Côte d'Ivoire aussi a son fonctionnement. Si des candidats aux élections confirmés
comme infirmiers sont d'accord avec la candidature du Kaya Manga, la CEI ne peut pas dire autre chose. Si les Ivoiriens, dans la vie réelle comme dans la vie fictive, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sont d'accord avec ma candidature, la CEI ne peut que saluer. Si même mes détracteurs sur ce plateau sont d'accord. On n'est pas des détracteurs, Non, on est non, juste non, des non, observateurs. non, il y a des journalistes sur ce plateau. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur le président. Non, je ne peux pas vous La CEI ne peut que Mais- suivre Je ne peux pas vous la laisser. volonté populaire. Mais des monsieur le Ivoiriens. porte-parole, Et- sur la base de quoi vous avez déposé votre candidature? Vous n'avez aucun document, aucun parrainage. Sur la base de quoi? Bon, déjà, je pense qu'on va arrêter un peu avec cette désobéissance journalistique dont j'ai fait l'objet sur C'est vous qui le Non, dites. non, sur ce plateau. Au nom de quoi vous dites que je n'ai pas déposé de parrainage? Nous n'avons rien vu. Bon, On parle de fait, monsieur. comme je savais que vous alliez douter de On ma va nous sortir notre film capacité... encore. Est-ce qu'à la réelle, est-ce qu'on a un autre Adjoumani. film? Bon, il s'appelle Jimmy, mais je préfère l'appeler Adjoumani. Ramène les dossiers ici pour qu'il voit. J'ai déposé une grosse partie à la CEI. La CEI ne pouvant pas tout contenir, j'ai amené le reste ici. Donc ça, ce sont les parrainages? Voilà, ça, ce sont les parrainages restants. C'est pas, voilà, l'ensemble, ça, c'est ce qui reste des parrainages. Et voilà. Il y a l'autre valise là. Je crois qu'il y a une valise diplomatique. Voilà. Oh, ramène. Voilà. Ramène. Voilà, pose ça là. Voilà. Voici une autre partie des parrainages. Vous savez, j'ai été porte-parole, j'ai été ministre, j'ai annoncé ma démission. Je suis candidat aujourd'hui. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Quand on fait quelque chose, il faut bien le faire. Voici les preuves. En 2 semaines. Je vois que M. Israël, là, il ne parle plus. Hein? Vous ne parlez plus. Je comprends que la prochaine étape, c'est le Conseil constitutionnel. hein, Non. finalement. La prochaine étape n'est pas le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'est que la dernière étape. Ma prochaine étape, c'est Miss Côte d'Ivoire. Il va encore nous surprendre. Pour le rapport, les élections, Ouais. Miss Côte d'Ivoire. J'ai été porte-parole des porte-paroles, ministre en charge de 54 ministères. Aujourd'hui, Ouais. comme je vous dis, si je suis candidat de toutes les élections qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ouais. Miss Côte d'Ivoire en fait partie. J'ai pas appelé sérieux, mon grand monsieur. frère et ami Yapobi. Le conseil de Miss Côte d'Ivoire a acté ma candidature. Donc j'irai en espérant être élu Miss Côte d'Ivoire 2020. Voilà. Monsieur le ministre, franchement, vous débarquez sur le plateau avec des cartons, bon, enfin des parrainages qui restent. Toutes ces choses-là, on ne comprend pas bien. Je ne suis plus dans la fiction, je suis dans les faits. Vous avez dit CEI, je vous ai donné CEI. Vous avez dit parrainage, je vous donne parrainage. On a dit Miss Côte d'Ivoire. On va voir la suite. Si je ne suis pas élu Miss Côte d'Ivoire, on peut voir. Là, après, on ira au Conseil constitutionnel. Si je ne suis pas élu Miss Côte d'Ivoire, Ouais. là, j'irai au Conseil constitutionnel. Bah, merci d'avoir été tout de même sur notre C'est plateau. tout un Je plaisir. suis décontenancé. hein. Toi, je t'aime beaucoup. Merci. Mais il y a des jaloux sur ce plateau. Mais on Eux, aurait, voilà. on aurait bien aimé vérifier le contenu au moins On va le d'un de faire. ces cartons. On va- Ou de la on va le valise. faire. Non, non, on n'a pas le temps. On n'a Vous pas, savez, vous savez, non, non, Oui. on n'a pas le temps. je ne parle pas aux jaloux. Ouais. Je ne parle plus aux jaloux. J'ai donné mes preuves. Est-ce que vous avez eu un candidat aux élections que vous avez reçu sur ce plateau qui a donné cette taille de dossier? C'est la fin du dernier live talk concernant cette semaine. Nous avons été très heureux de partager ces moments avec vous. On se retrouve lundi, ici même, pour un autre tour de l'actualité. D'ici là, bon week-end. Vous retrouvez demain sur ce même plateau Kony et ses girls pour le live week-end. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et que, Monsieur le ministre, Dieu vous garde. Amen.